Il existe un secret que la Colombie a enterré sous des décennies de silence. Un secret si sombre que ceux qui le connaissent préfèrent ne jamais en parler. Pendant des années, personne n'a osé raconter ce qui s'est réellement passé avec les enfants de l'homme le plus craint du continent. Parce que parfois, la pire condamnation n'est pas de mourir, c'est de survivre. C'est se réveiller chaque matin en sachant que tu portes un nom que le monde entier maudit. C'est vivre caché, pourchassé, marqué à jamais par des crimes que tu n'as jamais commis. Et ce qu'ils ont dû faire pour rester en vie fut plus terrible que n'importe quelle fortune perdue. Dans les années 80, Medellín n'était pas seulement une ville, c'était un champ de bataille déguisé en paradis. Pour certains, c'était un enfer en flammes chaque nuit sous les bombes et les balles. Pour d'autres, c'était une bulle de cristal où l'argent coulait comme l'eau et où le pouvoir se respirait à chaque coin de rue. Les Escobar vivaient au centre de cette bulle. Ils avaient tout ce que l'argent pouvait acheter. Des manoirs avec piscines olympiques, des avions privés stationnés sur des pistes clandestines, des eaux personnelles avec des animaux importés d'Afrique, des caprices défiant toute logique. Mais derrière chaque luxe se cachait une vérité que personne ne voulait admettre, que ce pouvoir reposait sur le sang, la trahison et la peur la plus primitive qu'un être humain puisse ressentir. Et même si les enfants ne comprenaient pas encore d'où venait tout cela, leur corps savait déjà que quelque chose n'allait pas. Le pouvoir né de la peur ne dure jamais assez longtemps pour protéger les enfants du monstre qu'il a créé. C'était la tragédie invisible des Escobar. Ils vivaient entourés de gardes du corps armés jusqu'aux dents, de murs de 3 mètres de haut, de systèmes de sécurité dignes d'un film d'espionnage. Mais aucune de ces mesures ne pouvait les protéger de l'inévitable. La chute. L'effondrement que tout le monde savait imminent, mais que personne n'osait mentionner à voix haute. Parce que dans cette maison, parler du futur était dangereux. Cela revenait à admettre que le présent était un mensonge, une illusion temporaire prête à disparaître à tout moment. Les enfants grandissaient au milieu de cette contradiction brutale. D'un côté, ils avaient tout. De l'autre, ils n'avaient rien. Ils avaient des jouets, mais pas de vrais amis. Ils mangeaient des plats luxueux, mais ne pouvaient pas sortir manger une glace comme n'importe quel enfant. Ils avaient un père qui les adorait, mais ce même père était la raison pour laquelle ils ne pourraient jamais vivre une vie normale. Et même si Pablo Escobar tentait de les séparer de son travail, même s'il essayait de les garder dans une bulle d'innocence, la réalité trouvait toujours le moyen de s'infiltrer dans les regards effrayés des gens, dans les murmures des employés, dans les nuits où leur père disparaissait sans explication et revenait des jours plus tard avec une expression que les enfants ne savaient pas interpréter, mais qui leur glaçait le sang. Puis arriva le début de la fin. Le gouvernement colombien, sous la pression des États-Unis, décida que Pablo Escobar devait tomber. Peu importait le prix, peu importaient les victimes collatérales. Et les premiers à payer furent ceux qui étaient les moins coupables, sa famille. Parce que quand on mène une guerre contre un homme invisible, on attaque ce qu'il aime le plus. Et Pablo Escobar aimait ses enfants plus que son empire, plus que son argent, plus que sa propre vie, et ses ennemis le savaient. Le 2 décembre 1993, à 15h15, Pablo Escobar mourut sur un toit de Medellín. On lui tira dessus 14 fois. Son corps s'effondra sur les tuiles brûlantes, tandis que toute la ville entendait l'écho des coups de feu. Et à cet instant commença la persécution la plus brutale que ses enfants aient jamais vécue, car le monde voulait vengeance. Et s'il ne pouvait plus l'obtenir sur le père mort, il la prendrait sur les enfants vivants. Ce qui suivit fut un enfer que personne n'a documenté avec précision. La famille Escobar se retrouva totalement exposée, sans protection, sans ressources immédiates, sans personne prête à les aider par peur de représailles. Et le gouvernement colombien prit une décision qui marquerait leur vie pour toujours. Ils les abandonnèrent, complètement, comme des agneaux au milieu d'une meute de loups affamés. Pendant des mois, la famille entière vécut enfermée dans un hôtel de Bogota, l'hôtel Tequendama. Un lieu qui aurait dû être un refuge temporaire, mais qui devint leur prison. Ils étaient au 13e étage, surveillés, menacés. Chaque appel téléphonique était une menace de mort. Chaque bruit dans le couloir les faisait sursauter. Les menaces étaient spécifiques, détaillées, terrifiantes. Los Pepes, un groupe paramilitaire financé par les ennemis de Pablo, envoyait des messages explicites. Nous allons démembrer les enfants. Nous allons violer la veuve.
Nous allons effacer le nom Escobar de la surface de la Terre. La nuit où ils réussirent enfin à fuir la Colombie ressemblait à une scène de film d'horreur. Ils montèrent dans un avion privé au milieu de l'obscurité, sans véritable bagage, sans documents valides, sans savoir où ils allaient. Ils savaient seulement une chose, rester en Colombie signifiait mourir. Ils arrivèrent au Mozambique, un pays dévasté par des années de guerre civile, si chaotique que les autorités fonctionnaient à peine. Pas d'électricité constante. L'eau potable était un luxe. Les maladies tropicales rôdèrent partout. Et les enfants de l'homme le plus riche d'Amérique du Sud découvrirent soudain la véritable pauvreté, celle qui fait mal au ventre, celle qui te réveille la nuit parce que tu ne sais pas si demain tu pourras manger. Mais l'anonymat n'arriva jamais. Quelques mois plus tard, des journalistes internationaux les retrouvèrent. La presse sensationnaliste publia des photos floues de la famille dans les rues de Maputo. Et avec ces images arrivèrent les pressions diplomatiques. Les États-Unis ne voulaient d'eux nulle part dans le monde. Le Mozambique céda et expulsa à nouveau la famille, sans foyer, sans destination, sans option. Ils tentèrent le Brésil, rejetés avant même d'atterrir. L'Équateur les accepta quelques semaines, puis les força à partir sous menace d'extradition. Ils essayèrent dans le Pérou, le Venezuela, l'Afrique du Sud. Partout, non. Et à chaque refus, le désespoir grandissait. C'est durant ces mois de fuite qu'eut lieu l'incident devenu légendaire. La nuit où ils brûlèrent de l'argent pour survivre. Ils se cachèrent dans une cabane dans les montagnes, quelque part en Amérique centrale, un lieu qu'ils n'ont jamais révélé publiquement. Ils avaient réussi à emporter une petite partie de l'argent caché de Pablo, des liasses de billets de 100 dollars rangés dans des sacs en plastique. Mais cette nuit-là, le froid de la montagne était mortel. Ils n'avaient pas de bois, rien pour allumer un feu. Maria Victoria, la mère, tremblait si violemment que Juan Pablo craignit qu'elle ne meure d'hypothermie. Alors il prit une décision qui le hanterait toute sa vie. Il sortit les liasses et les brûla, une à une. L'argent qui avait acheté des empires, financé des armées privées, corrompu des gouvernements entiers, servait maintenant seulement à garder en vie 3 fugitifs transis au milieu de nulle part. Et tandis que les flammes dévoraient les billets, Juan Pablo comprit quelque chose de fondamental. Toute la richesse du monde ne vaut rien si tu n'as pas un endroit sûr où exister. Finalement, après presque 2 ans de rejet, un pays accepta de leur offrir l'asile. L'Argentine. Ils arrivèrent à Buenos Aires en 1995 et firent immédiatement changer leurs identités légalement. Juan Pablo Escobar n'existait plus. Il devint Sebastián Marroquín. Maria Victoria changea également de nom. Manuela disparut complètement du radar public. Avec ces nouveaux noms et des documents ensuite légalisés, ils essayèrent de devenir invisibles. Sébastien tenta d'étudier. Il s'inscrivit à l'université pour devenir architecte. Il voulait construire des choses. Si son père avait détruit autant de vies, lui bâtirait. Si son père avait semé la mort, lui sèmerait la beauté. Pendant des années, il réussit à rester anonyme. Il allait en cours, se faisait des amis qui ignoraient qui il était réellement, sortait dans des bars, essayait de vivre comme n'importe quel jeune homme de 20 ans. Mais tout cela s'effondra en 2009. La police argentine arrêta Sébastien et sa mère, les accusant de blanchiment d'argent, de comptes bancaires suspects, de liens supposés avec le narcotrafic. Les accusations étaient faibles, sans preuves solides. Mais le message était clair. Ils resteraient éternellement suspects. Ils passèrent des mois en détention, interrogés encore et encore. Et même s'ils furent finalement libérés faute de preuves, quelque chose se brisa en Sébastien cette nuit-là. L'illusion qu'il pourrait un jour être normal. C'est alors qu'il prit la décision la plus importante de sa vie. Il cessa de se cacher. Il choisit d'affronter son passé de face. Et il décida de faire quelque chose que personne n'attendait. Parler. Raconter son histoire. Non pour justifier son père, mais pour se libérer de lui. En 2014, il publia un livre. Pablo Escobar, mi padre. Et dans ce livre, il fit quelque chose de révolutionnaire. Il demanda pardon. Pas au nom de son père, en son propre nom. Parce que même s'il n'avait jamais appuyé sur une gâchette, il savait qu'il avait grandi grâce à de l'argent entaché de sang. Il savait que son enfance luxueuse reposait sur la souffrance de milliers de familles. Le livre déclencha une tempête. Certains le traitèrent d'opportuniste. D'autres virent en lui un homme courageux. Puis il commença à voyager, à donner des conférences, à raconter son histoire dans des universités, des forums, des événements publics.
Et à chaque présentation, il faisait la même chose. Il demandait pardon. Il regardait le public droit dans les yeux et disait « Je n'ai pas choisi d'être le fils de Pablo Escobar, mais je choisis ce que je fais de cette réalité, et je choisis de demander pardon. » En 2016, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sébastien retourna en Colombie pour la première fois depuis plus de 20 ans. Il allait rencontrer des victimes de son père, des enfants de policiers assassinés, des survivants d'attentats, des familles brisées par la violence du cartel de Medellín. Et à chaque rencontre, il faisait la même chose. Il écoutait, sans se défendre, sans se justifier, juste écouter. Une femme, mère d'un policier assassiné, le regarda avec une haine si intense que Sébastien pensa qu'elle allait le frapper. Elle resta silencieuse, un silence plus douloureux que n'importe quelle insulte. Puis après de longues minutes, elle dit « Tu n'as pas tué mon fils, mais tu portes le nom de l'homme qui l'a fait, et je ne pourrai jamais te regarder sans voir ton père. » Et elle partit, sans pardon, sans réconciliation. Mais d'autres rencontres furent différentes. Un homme ayant perdu son frère dans l'attentat de l'avion d'Avianca écouta Sébastien en silence, puis s'approcha et le prit dans ses bras, un long étreinte pleine de larmes, et lui dit « Merci d'être venu. Merci de ne pas avoir oublié. Merci d'être différent. » En 2019 sortit un documentaire, Pecados de mi padre. Sébastien visita les lieux exacts où son père avait commis ses pires crimes. Le bâtiment du DAS, détruit par une voiture piégée qui tua plus de 70 personnes. Le quartier où explosa la bombe qui tua le candidat présidentiel, Luis Carlos Galán. À chaque endroit, Sébastien s'arrêtait, fermait les yeux, essayait de sentir le poids de ce qui s'était passé là. Et à la fin du documentaire, une des victimes l'affronta. Un homme âgé, le visage marqué par les cicatrices d'une explosion. Il le regarda droit dans les yeux et lui dit « Tu n'es pas ton père, mais n'oublie pas que son sang coule dans tes veines. » Sébastien passa des années en thérapie pour tenter de digérer tout cela. Une des choses les plus difficiles à accepter fut que les deux versions de son père étaient vraies. Que Pablo l'avait aimé, mais que cet amour n'avait pas suffi à l'arrêter. Qu'il avait choisi le pouvoir plutôt que la sécurité de sa famille. Pendant ce temps-là, Manuela choisit un autre chemin, le silence absolu. Après la mort de son père, elle fut traumatisée. Elle développa de graves troubles mentaux, dépression, anxiété, crise de panique qui la paralysait pendant des jours. Et contrairement à son frère, elle ne voulut jamais parler publiquement. Elle voulait seulement disparaître. Et en grande partie, elle y parvint. Sébastien a souvent dit en interview qu'il respectait profondément la décision de sa sœur, qu'il comprenait que chacun affronte le traumatisme différemment, que lui avait eu besoin de parler pour guérir, mais qu'elle avait eu besoin du silence. Mais il y avait quelque chose que le monde n'avait jamais su, quelque chose que Sébastien a révélé seulement il y a quelques années, et qui a tout changé. Il avait conservé des lettres de son père, des lettres que Pablo avait écrites dans les derniers jours de sa vie, quand il savait déjà que sa mort était imminente. Et dans ces lettres, il n'y avait ni plan d'évasion, ni instruction sur de l'argent caché, seulement des excuses. « Pardonne-moi pour le nom que je t'ai donné », disait l'une de ses lettres. « Pardonne-moi pour les nuits où tu auras peur. Pardonne-moi pour les endroits où tu ne pourras jamais entrer. Pardonne-moi de t'avoir fait mon fils. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais choisi un autre chemin. Un chemin où tu pourrais être heureux, où tu pourrais avoir des amis sans peur, où tu pourrais crier ton nom sans honte. Mais il est trop tard, et la seule chose que je peux t'offrir maintenant, ce sont ces mots, que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, et que mon plus grand échec n'a pas été de tomber aux mains de mes ennemis, mais de t'avoir entraîné dans ma chute. » Lorsque Sébastien lut ces mots à voix haute lors d'une interview, il pleura devant une caméra pour la première fois depuis des décennies. Pendant des années, il avait construit l'image de son père comme un monstre absolu. Mais ces lettres révélaient quelque chose de plus complexe, que Pablo comprenait ce qu'il avait fait, qu'il savait qu'il avait détruit ses propres enfants, mais qu'il était déjà trop tard pour s'arrêter. Sébastien avoua aussi quelque chose de déchirant dans cette interview, que pendant des années, lui aussi avait haï son père profondément, qu'il y avait eu des nuits où il maudissait le jour de sa naissance, où il aurait préféré 1000 fois ne jamais avoir été son fils. Mais il avoua aussi quelque chose de plus difficile encore, que malgré tout, il gardait des souvenirs heureux, les promenades aux eaux, les moments où Pablo lui apprenait à faire du vélo,
les nuits où son père entrait dans sa chambre et lui racontait des histoires inventées sur des pirates et des aventuriers. Puis Sébastien révéla quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui allait changer complètement la perception du monde sur les Escobar. En 2020, il reçut une enveloppe anonyme. À l'intérieur des documents, des dossiers classifiés du gouvernement américain récemment déclassifiés. Et ces documents révélaient quelque chose de stupéfiant. La CIA savait exactement où se trouvait la famille Escobar pendant toutes ces années de fuite. Il les suivait, surveillait leurs moindres mouvements, chaque pays qu'ils traversaient, chaque tentative de demander asile. Mais le plus perturbant n'était pas qu'ils étaient surveillés. C'était pourquoi. Selon les documents, la CIA croyait que Juan Pablo, devenu Sébastien, possédait des informations sur des caches d'argent laissées par son père, des centaines de millions de dollars enterrés dans différents pays. Il pensait qu'un jour ou l'autre, le fils tenterait de récupérer cet argent. Et à ce moment-là, il pourrait le suivre et tout confisquer. Pendant des années, alors que Sébastien croyait construire une nouvelle vie en Argentine, alors qu'il pensait enfin avoir trouvé la paix, des agents américains le suivaient. Ils prenaient des photos, interceptaient ses appels, analysaient chaque transaction bancaire. Et pas seulement les siennes, celles de sa mère aussi. Ils avaient même tenté de retrouver Manuela. Mais elle avait disparu si complètement que même eux ne purent jamais la localiser. Sébastien fut bouleversé en lisant ces documents. Cela signifiait que la paranoïa qu'il avait ressentie pendant des années n'était pas de la paranoïa, c'était réel. Chaque fois qu'il avait senti quelqu'un le suivre, quelqu'un le suivait probablement. Son instinct de survie qu'il avait passé des années en thérapie à tenter d'apaiser avait été juste tout ce temps. Mais il y avait encore quelque chose dans ces documents, quelque chose qui le mit dans une colère qu'il n'avait plus ressentie depuis des décennies. Il révélait que le gouvernement américain avait activement saboté plusieurs tentatives de la famille pour s'installer dans différents pays. Quand le Brésil envisageait de leur accorder l'asile, la CIA exerça des pressions économiques sur le gouvernement brésilien. Quand l'Afrique du Sud montra un intérêt à les accepter, des agents américains divulguèrent des informations à la presse locale pour créer la panique. Même en Argentine, où ils purent finalement rester, il y eut des tentatives d'expulsion empêchées uniquement parce que le gouvernement argentin refusa de céder aux pressions. En d'autres termes, la souffrance des Escobar pendant toutes ces années de fuite n'était pas seulement la conséquence des actes de Pablo. Elle avait été délibérément prolongée et amplifiée par des gouvernements voulant les utiliser comme appât, les maintenir désespérés, vulnérables, espérant qu'un jour ce désespoir les pousserait à commettre une erreur. Chercher de l'argent caché, contacter d'anciens membres du cartel, faire quelque chose, n'importe quoi, qui justifierait leur arrestation et la confiscation de leurs biens supposés. Sébastien décida de faire quelque chose de dangereux avec ces informations. Il les rendit publiques. Il publia un article détaillé exposant tout ce qu'il avait découvert. Le monde réagit de manière imprévisible. Certains l'accusèrent de se victimiser, de vouloir blanchir le nom Escobar en rejetant la faute sur d'autres. Mais d'autres commencèrent à poser des questions dérangeantes. Est-il éthique de poursuivre des enfants pour les crimes de leur père? Jusqu'où la justice peut-elle aller? À quel moment la justice devient-elle de la cruauté? Puis quelque chose d'extraordinaire arriva. D'autres cas commencèrent à émerger. Des enfants de narcotrafiquants du monde entier révélèrent des histoires semblables. Des filles de chefs de cartels mexicains, des héritiers de mafias italiennes, des enfants de seigneurs de guerre africains. Tous portaient à la même souffrance. Surveillance constante, vigilance illégale, sabotage de leurs tentatives de reconstruire leur vie. Et tous vivaient en silence, persuadés que personne ne les croirait. Sébastien devint malgré lui la voix de tous ses enfants. Il commença à recevoir des messages du monde entier. Des jeunes qui n'avaient jamais commis de crime, mais qui en payaient le prix chaque jour. Et il comprit quelque chose. Son histoire n'était pas unique. Elle était systémique. Il existait une population invisible d'individus condamnés par des noms qu'il n'avait jamais choisis. Alors il créa une organisation, Hijos del Conflicto, les enfants du conflit. Sa mission, offrir un soutien juridique, psychologique et social aux enfants de criminels cherchant à construire une vie légitime. Les aider à naviguer dans des systèmes qui les voyaient comme coupables par défaut.
les orienter vers des thérapeutes spécialisés en traumatisme générationnel et surtout, leur offrir une communauté. L'organisation grandit rapidement. En 2 ans, elle avait des bureaux dans 12 pays. Elle avait aidé plus de 300 personnes à obtenir de nouvelles identités légales, empêché au moins 50 expulsions injustes et commencé à influencer la loi. 3 pays adoptèrent des législations protégeant spécifiquement les proches de criminels qui n'avaient jamais participé à des activités illégales. Mais tout n'était pas positif. L'organisation attira aussi une attention indésirable. Des groupes de victimes l'attaquaient, l'accusant de protéger des criminels. Des gouvernements ouvraient dans des enquêtes, soupçonnant un éventuel blanchiment d'argent. Et il y eut des menaces, beaucoup de menaces contre Sébastien, ses collaborateurs, et même ceux qui demandèrent de l'aide. Puis en 2022, quelque chose se produisit, quelque chose qui changea tout. Un jeune Mexicain de 23 ans, fils d'un chef du cartel de Sinaloa, fut assassiné. Il travaillait avec l'organisation de Sébastien. Il étudiait l'ingénierie. Il n'avait aucun lien avec les activités criminelles de son père. Mais des sicaires le retrouvèrent et le tuèrent. Non pas parce qu'il représentait une menace, mais parce qu'il portait un nom que quelqu'un voulait effacer. Sébastien assista à ses funérailles. Et là, devant le cercueil d'un jeune homme qu'il ne connaissait pas personnellement, mais dont il connaissait l'histoire par cœur, il prit une décision. Il ne se contenterait plus d'aider dans l'ombre. Il utiliserait sa plateforme, son nom, son histoire pour forcer le monde à discuter de ce problème. La culpabilité héritée, les limites de la responsabilité, le moment où la punition doit s'arrêter pour permettre à la génération suivante de vivre. Il commença à prononcer des discours aux Nations Unies, au Parlement européen, dans des universités du monde entier. Et son message était toujours le même. Je ne vous demande pas d'oublier ce que mon père a fait. Je vous demande de ne pas punir ses enfants. Je ne demande pas pardon pour lui, je demande justice pour nous. Parce que dans aucun code pénal du monde, on ne punit quelqu'un pour son nom de famille, sauf dans la pratique, sauf dans la réalité invisible que nous vivons chaque jour. Et les gens commencèrent à écouter. Lentement, inconfortablement, mais ils écoutèrent, parce que Sébastien ne défendait pas les criminels, il défendait leurs enfants. Et cette nuance-là, beaucoup ne l'avaient jamais considérée. Puis en 2023, un événement inattendu se produisit. Manuela brisa son silence. Après presque 30 ans sans accorder la moindre interview, sans apparaître dans les médias, sans jamais parler de son expérience, elle accepta d'accorder une seule interview à une journaliste en qui elle avait confiance. Et ce qu'elle dit bouleversa tout. Manuela révéla que durant toutes ces années, elle ne s'était pas simplement cachée. Elle avait travaillé comme psychologue, spécialisée dans le traumatisme infantile, sous un faux nom. Elle avait aidé des centaines d'enfants confrontés à la violence, à l'abandon, à la terreur. Je ne pouvais pas parler de mon histoire, dit-elle, mais je pouvais utiliser ce qu'elle m'avait appris pour aider les autres. Chaque enfant que j'accompagnais, chaque histoire que j'écoutais, guérissait une petite partie de moi. Ce n'est pas mon frère qui m'a sauvé, ce sont eux. Ces enfants qui n'ont jamais su qui j'étais réellement, mais qui m'ont appris que le traumatisme n'a pas besoin de devenir ton destin. Tu peux transformer ta douleur en but. L'interview devint virale. Des millions de personnes la regardèrent. Ce qui frappa le plus, ce ne fut pas la révélation de son travail secret, mais son visage, sa voix, la sérénité avec laquelle elle parlait. Elle n'était pas l'enfant brisé que tout le monde s'imaginait. Elle avait guéri à sa manière, dans le silence. Puis Manuela dit quelque chose qui laissa le monde sans voix. Mon père m'a dit un jour, quand j'avais 7 ans, que le jour le plus heureux de sa vie avait été celui de ma naissance. Il m'a dit que lorsqu'il m'a vu pour la première fois, il a su qu'il existait enfin quelque chose de plus important que son empire. Et je me demande souvent, pourquoi cette prise de conscience n'a-t-elle pas suffi à l'arrêter? Pourquoi nous aimer n'a-t-il pas été une raison suffisante pour cesser de détruire des vies? Après 30 ans, je n'ai trouvé qu'une seule réponse. Certaines personnes sont incapables de se sauver elles-mêmes. Elles peuvent aimer, ressentir, comprendre ce qu'elles perdent, mais elles ne peuvent pas s'arrêter. Et ce sont les monstres les plus tragiques parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font, et ils le font quand même. Ces mots résonnèrent plus fort que n'importe quel discours de Sébastien, parce qu'ils venaient de quelqu'un qui n'avait jamais cherché l'attention, ni le pardon public, ni la rédemption. Quelqu'un qui avait guéri en silence, sans rien demander.
Après cette interview, Manuela disparut à nouveau. Pas d'autres interviews, pas de livres, pas de participation à l'organisation de son frère. Elle retourna simplement à sa vie privée. Mais elle avait offert au monde une vérité essentielle. Il existe plus d'une manière de guérir. Tout le monde n'a pas besoin d'une scène. Le silence peut aussi être une forme de résistance. Sébastien, inspiré par le courage de sa sœur, fit enfin ce qu'il repoussait depuis des années. Il écrivit un second livre. Non pas sur son père, mais sur ce qui était venu après. Sur 30 ans de reconstruction de soi au milieu des ruines. Sur les erreurs qu'il avait commises. Les personnes qu'il avait blessées en tentant de guérir. Les relations qu'il avait détruites parce qu'il ne savait pas aimer sans peur. Le livre s'intitulait « Après le monstre », une vie en reconstruction. Et il était brutalement honnête, d'une manière que son premier livre n'avait pas osé être. Il parla des périodes de dépression si profondes qu'il avait envisagé le suicide, de son mariage presque brisé parce qu'il ne parvenait pas à faire confiance, de la manière dont, pendant des années, il avait été un père émotionnellement absent, tellement terrifié à l'idée de devenir comme Pablo qu'il était devenu l'opposé, distant, froid, incapable d'affection. Il parla aussi des dépendances qu'il avait développées, non pas aux drogues, ironie du sort, mais au travail, à l'obsession de rester occupé chaque seconde pour éviter les pensées, les souvenirs, le poids intérieur. Il confessa même quelque chose qu'il n'avait jamais dit publiquement, qu'il avait parfois envisagé la vengeance. Pas une vengeance physique, mais la divulgation de secrets, des noms de personnes ayant trahi son père, des lieux où se trouvait réellement de l'argent caché, des informations qu'il aurait pu utiliser comme monnaie d'échange ou comme arme, et que la seule raison pour laquelle il ne l'avait pas fait n'était pas la morale. C'était la peur de devenir exactement ce qu'il avait passé sa vie à fuir. Le livre fut controversé, trop honnête, trop humain. Beaucoup ne voulaient pas de cette complexité. Ils voulaient une histoire simple, celle d'une victime innocente, toujours noble, toujours correcte. Mais Sébastien n'essayait plus de plaire. Il voulait la vérité. Et la vérité était sale, contradictoire, inconfortable. Aujourd'hui, Sébastien a 47 ans. Manuela en a 40. Ils ont vécu plus longtemps sans leur père qu'avec lui. Et même si le monde continue de les associer au nom Escobar, ils ont construit des identités bien plus larges que cet héritage. Sébastien est architecte, activiste, père, mari. Manuela est psychologue, guérisseuse, gardienne de sa propre paix. Mais ils partagent une même certitude. Ils ne seront jamais totalement libres. Le nom Escobar les suivra jusqu'à leur tombe. Leurs propres enfants, même s'ils portent d'autres noms, découvriront un jour la vérité. Et à ce moment-là, ils devront faire face à des conversations impossibles. Expliquer l'inexplicable. Répondre à des questions sans réponse satisfaisante. Préparer la génération suivante à porter une version moins lourde, mais toujours réelle, du même poids. Les enfants de Sébastien sont déjà assez grands pour poser des questions. Il leur a dit la vérité peu à peu, de manière adaptée à leur âge. Mais un jour, il leur a montré des photos de leur grand-père. Expliqué qui il était, ce qu'il avait fait, pourquoi leur père porte un autre nom. Leurs réactions furent déchirantes dans leur simplicité. Sa fille aînée, 15 ans, lui demanda un jour « Si tu avais pu choisir, tu aurais préféré ne pas naître ?» Sébastien resta sans voix, parce que la réponse honnête était compliquée. Il y avait eu des jours où oui, où la douleur était tellement immense qu'il aurait préféré ne pas exister. Mais il y avait aussi les autres jours, où il regardait ses enfants, les vies qu'il avait aidé à sauver grâce à son organisation, les victimes qu'il avait pardonnées, et où il se disait que peut-être son existence avait un sens, que peut-être toute cette souffrance servait à quelque chose. Il finit par répondre « Je ne sais pas, et je crois que c'est normal de ne pas savoir. Mais ce que je sais, c'est que maintenant que je suis ici, je choisis de faire en sorte que ma vie compte. Je ne peux pas changer la manière dont je suis arrivé au monde, mais je peux choisir ce que je fais du temps que j'ai dans ce monde. » Son fils cadet, 12 ans, réagit très différemment. Après avoir appris toute la vérité, il refusa de parler à Sébastien pendant des semaines. Il se sentait trahi, comme si on lui avait menti toute sa vie. Et dans un sens, ce n'était pas totalement faux. Même si Sébastien n'avait jamais menti directement, il avait omis, protégé, dosé la vérité en quantité qu'il croyait supportable. Mais pour l'enfant, c'était un mensonge par omission.
Et c'est Manuela qui permit finalement de résoudre ce conflit. Elle voyagea depuis l'endroit où elle vivait, chose qu'elle faisait rarement, et parla avec son neveu. Personne ne sait exactement ce qu'elle lui a dit. Sébastien n'était pas présent dans la pièce. Mais après 2 heures passées derrière une porte fermée, son fils sortit les yeux rouges d'avoir pleuré, et il étreignit son père pour la première fois depuis des semaines. Puis il lui dit, Tata Manuela m'a expliqué que nous portons tous des choses que nous n'avons pas choisies, et que l'important n'est pas d'où tu viens, mais où tu vas. Cette phrase, simple mais profonde, résumait parfaitement ce que les deux frères et sœurs avaient appris après des décennies de lutte. Que l'origine n'est pas le destin, que l'on peut naître dans le pire endroit possible et construire malgré tout quelque chose de beau. Mais ils comprenaient aussi quelque chose de plus sombre, que cette construction ne s'achève jamais, que chaque génération devra affronter l'écho de Pablo Escobar d'une manière ou d'une autre. De moins en moins fort avec le temps, peut-être, mais toujours présent. Puis en 2024, quelque chose d'inattendu se produisit. Un petit-fils de Pablo Escobar, le fils de Sébastien, fut harcelé à l'école. Certains camarades découvrirent qui avait été son grand-père et commencèrent à l'appeler le petit-fils du narco, à se moquer de lui avec des blagues cruelles sur la drogue, à l'isoler socialement. L'enfant avait 13 ans et ne savait pas comment réagir. Sébastien se rendit à l'école et demanda une réunion avec les parents des harceleurs. Et durant cette réunion, quelque chose d'extraordinaire arriva. L'un des pères se leva et dit « Mon frère est mort dans l'attentat contre le DAS. Il avait 28 ans. Il allait se marier ce mois-là. Et celui qui l'a tué, c'est Pablo Escobar. Alors excusez-moi si je n'arrive pas à compatir avec votre situation. » Sébastien le regarda droit dans les yeux et au lieu de se défendre, répondit « Vous avez entièrement raison. Mon père a assassiné votre frère et aucun pardon au monde ne peut réparer cela. Mais mon fils n'a tué personne. Mon fils n'était même pas né quand votre frère est mort. Et si nous le punissons pour mon nom, si nous punissons vos enfants pour ce que je porte, où cela s'arrête-t-il? À quelle génération décidons-nous que la culpabilité cesse ?» L'homme resta silencieux un long moment, puis dit quelque chose qui surprit toute la salle. « Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que quand je vois votre fils, une partie de moi ne voit qu'un enfant. Mais une autre partie voit le nom, voit le visage de Pablo dans ses traits. Et je ressens de la rage. Et je ne sais pas comment séparer ces deux choses. » Cette honnêteté brutale ouvrit une discussion qui dura des heures. Les autres parents commencèrent à partager leurs propres expériences liées à la violence du narcotrafic. Les pertes subies, la peur vécue, les proches assassinés, la sécurité brisée. Et Sébastien écouta, sans se justifier, sans minimiser leur douleur, juste écouter. Puis quand ils eurent fini, il dit « Je ne peux pas vous rendre ce que mon père vous a enlevé, mais je peux faire en sorte que mon fils ne devienne pas une autre victime de sa violence, parce que c'est ce qui se passe ici. Mon père continue de prendre des vies, continue de détruire des familles, simplement à travers la haine qu'il a laissée derrière lui. » Ces mots résonnèrent, et même si tout le monde ne pardonna pas, certains ne le feraient jamais. Quelque chose changea. Une reconnaissance que le cycle devait être brisé quelque part. Que si eux ne le brisaient pas, leurs enfants porteraient le même fardeau, et leurs petits-enfants après eux. La violence continuerait, sous d'autres formes, mais tout aussi destructrices. Le harcèlement ne disparut pas totalement, mais il diminua. Et plus important encore, le fils de Sébastien apprit une leçon essentielle. Que le monde ne serait jamais complètement juste avec lui. Qu'il porterait une version atténuée, mais bien réelle du poids de son grand-père. Mais il apprit aussi qu'il avait un choix. Qu'il pouvait laisser ce poids le définir. Ou il pouvait construire quelque chose par lui-même, malgré tout. Pendant ce temps, un événement inattendu se produisit dans l'histoire de Manuela. En 2025, l'une de ses anciennes patientes, aujourd'hui adulte, publia un article. Cette femme avait été suivie par Manuela à l'âge de 12 ans, après avoir assisté à l'assassinat de son père dans un règlement de compte lié au narcotrafic. Et dans son article, elle révéla quelque chose d'extraordinaire. La thérapeute qui lui avait sauvé la vie était la fille de Pablo Escobar. « Je ne l'ai su que des années plus tard », écrivit-elle. « Pour moi, elle était simplement la docteur Marquez, la femme douce qui m'écoutait pleurer, qui m'apprenait à respirer quand les crises de panique me paralysaient, qui m'aidait à comprendre que ce que j'avais vu ne me définissait pas. Quand j'ai découvert son identité réelle longtemps après la fin de ma thérapie,
J'ai été sidéré. Comment la fille de l'homme dont la violence avait détruit ma famille pouvait-elle être celle qui m'avait aidé à guérir de cette violence? Elle poursuit. Je suis allé la voir. J'avais besoin de réponses. Quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai demandé: Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Pourquoi avoir caché votre identité? Sa réponse fut simple, mais déchirante. Parce que si je te l'avais dit, tu ne m'aurais jamais laissé t'aider. Et tu avais besoin d'aide. Et moi, j'avais besoin de te l'offrir. Pas pour me racheter, pas pour nettoyer le nom de mon père, mais parce que je comprends ta douleur d'une manière que très peu peuvent à comprendre. Et cette compréhension, cette empathie née d'un traumatisme partagé, était la seule chose de valeur que je pouvais t'offrir. La révélation déclencha une tempête médiatique. Des journalistes du monde entier tentèrent de retrouver Manuela. Ils voulaient des interviews, des images, son histoire. Mais elle refusa tout. Chaque demande fut rejetée. À la place, elle publia une déclaration courte, définitive. J'ai consacré ma vie à aider des victimes de traumatismes, beaucoup d'entre elles touchées directement ou indirectement par la violence du narcotrafic. J'ai travaillé dans le silence, parce que le silence était nécessaire pour que ce travail soit efficace. Si mes patients avaient su qui j'étais, ils auraient vu la fille de Pablo Escobar avant de voir la thérapeute. Et je ne les aurais pas blâmés. Mais je n'aurais pas pu les aider. Maintenant que mon identité est publique, mon travail clinique est terminé. Non pas parce que j'ai honte, mais parce que ma présence serait une distraction, un rappel constant de la douleur, plutôt qu'un chemin vers la guérison. Je me retire de la pratique clinique, mais pas du travail. Je trouverai simplement une autre manière de continuer. Et elle le fit. Manuela utilisa ses économies accumulées pendant des années. Elle vivait modestement malgré l'accès à des ressources importantes pour fonder une clinique gratuite spécialisée en santé mentale. Elle n'y mit pas son nom. Elle n'apparut dans aucun document public. Elle était simplement une bienfaitrice anonyme. Mais la clinique se spécialisa dans le soutien aux victimes de violences liées au narcotrafic. Et dès sa première année, elle aida plus de 500 personnes. Lorsque Sébastien apprit ce que sa sœur avait fait, il ressentit une profonde fierté mêlée de tristesse. Fierté parce qu'elle avait transformé sa douleur en mission. Tristesse parce que même après 30 ans, même après tout ce qu'ils avaient construit, le nom Escobar continuait de détruire. Il avait détruit la carrière secrète que Manuela s'était forgée. Il avait exposé son refuge. Il l'avait forcée à se réinventer encore une fois. Mais quand il lui parla au téléphone ce soir-là, elle ne sonnait pas brisée. Elle semblait calme. Peut-être que c'était le moment, dit-elle. Peut-être que je me cachais trop, pas des autres, mais de moi-même. Et maintenant que je ne peux plus me cacher, je dois trouver une autre façon de vivre. Et ça va. J'ai affronté pire. Ces mots restèrent dans l'esprit de Sébastien. Ils résumaient quelque chose de fondamental dans leur existence. Il y aura toujours une nouvelle crise. Toujours un moment où le passé reviendra pour détruire ce qu'ils ont construit. Mais ce n'est plus cette destruction qui les définit. C'est leur capacité à répondre, à reconstruire, à continuer. Ces dernières années, quelque chose d'autre a commencé à changer. La manière dont le monde perçoit Pablo Escobar. Pendant des décennies, il fut traité comme une figure quasi mythique. Des séries Netflix le glorifiaient, des films le transformaient en anti-héros. Des touristes venaient à Medellín pour vivre l'expérience Escobar. Et chaque fois que cela arrivait, Sébastien et Manuela ressentaient un coup de poignard. Puis une contre-narration émergea. Des groupes de victimes commencèrent à protester contre la romantisation du narcotrafic. Medellín lança des campagnes pour changer son image, pour mettre en avant sa renaissance comme capitale de l'innovation. Et pour la première fois, les voix des survivants commencèrent à couvrir la fascination morbide du monde. Sébastien rejoignit ses efforts, pas en leader mais en allié. Il savait que son rôle n'était pas d'être au premier plan. Les voix qui devaient mener la conversation étaient celles des victimes. Mais il pouvait amplifier ces voix. Il pouvait utiliser sa visibilité internationale pour garantir que les bonnes histoires soient racontées. Et lentement, très lentement, la narration commença à changer. Moins de séries glorifiant les narcotrafiquants. Plus de documentaires sur les victimes. Moins de tourisme du narco. Plus de tourisme de mémoire. Visiter des musées consacrés aux morts, pas à celui qui les a tués. En 2025, le gouvernement colombien fit quelque chose de symbolique, mais profondément significatif. Il démolit la dernière propriété associée à Pablo Escobar.
La Hacienda Napol, devenue un parc à thème, fut finalement transformée en mémorial. Non pour Pablo, mais pour ses victimes. Chaque personne assassinée durant son règne aurait son nom gravé sur un mur. Chaque histoire serait racontée. Chaque vie serait honorée. Sébastien fut invité à la cérémonie inaugurale. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de sa vie, parce qu'y assister revenait à approuver la destruction d'un lieu chargé de ses rares souvenirs heureux. Le zoo où il jouait, les jardins où il courait. Mais il savait aussi que ces souvenirs ne pouvaient pas passer avant l'hommage aux morts. Alors il y alla. Et lorsqu'on lui demanda de prononcer quelques mots, il monta sur scène, regarda la foule, victimes, familles, survivants, et dit « Je ne suis pas ici pour parler de mon père. On a déjà trop parlé de lui. Je suis ici pour parler de vous, des noms qui seront gravés sur ce mur, des vies qui ont été brisées, d'une douleur qui n'aurait jamais dû exister. Pendant des années, le monde est resté obsédé par l'homme qui a causé cette douleur. On lui a consacré des séries, des livres, des films. On a transformé son histoire en divertissement. Et chaque fois que cela arrivait, vous étiez oubliés. Vos histoires n'étaient pas racontées. Vos noms n'étaient pas prononcés. C'est une injustice que je ne peux pas réparer. Mais je peux être ici aujourd'hui. Je peux dire vos noms. Je peux me souvenir. Et je peux m'assurer que mon fils et les enfants de ses enfants sachent que la seule histoire qui compte de cette époque n'est pas celle de l'homme qui a détruit, mais celle de ceux qui ont été détruits et de ceux qui ont survécu malgré tout. Le silence qui suivit fut total. Puis peu à peu, certaines personnes commencèrent à applaudir. Pas toutes. Certaines se levèrent et partirent, incapables de rester dans la même pièce que lui. Et Sébastien comprit. Il accepta. Parce que le pardon n'est pas quelque chose qui se gagne avec un discours. Certaines blessures sont trop profondes. Et c'est normal. La guérison n'exige pas que tout le monde pardonne. Après la cérémonie, une femme âgée, probablement autour de 70 ans, s'approcha de lui. Elle se présenta comme la mère d'un policier tué sur ordre de Pablo. Sébastien se prépara intérieurement, s'attendant à des insultes, des accusations. Mais au lieu de cela, elle le prit dans ses bras, longtemps, fort. Puis, les larmes aux yeux, elle lui dit « Merci. Merci d'avoir rappelé le nom de mon fils. Merci d'avoir reconnu qu'il a existé. C'est tout ce qu'une mère peut demander. Pas la vengeance, pas la justice, juste que son enfant ne soit pas oublié. » À cet instant, Sébastien ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti en 30 ans. La paix. Pas une paix totale, pas une paix permanente, mais une vraie paix. Un instant de calme dans le chaos de sa vie. Un moment où le poids devint un peu plus léger. Un moment où il crut, vraiment, que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait souffert, avait peut-être valu la peine. Ce soir-là, il appela Manuela et lui raconta la cérémonie, la femme, ce moment de paix. Manuela resta silencieuse longtemps avant de répondre. « Tu sais ce que j'ai appris? Que la rédemption n'est pas une destination. C'est un chemin. Certains jours tu avances, d'autres jours tu recules, et parfois tu t'assois au milieu du chemin, et tu pleures. Et tous ces jours sont valides. Tous font partie du processus. Tu n'as pas besoin d'arriver quelque part pour que ta vie ait de la valeur. Tu dois simplement continuer à marcher. » Ces mots devinrent le mantra de Sébastien. Il les répétait quand les choses devenaient difficiles. Quand il avait l'impression de ne pas faire assez. Quand le poids revenait avec toute sa force, continue simplement à marcher. Pas vers une rédemption totale. Pas vers un objectif précis. Juste marcher. Un pas après l'autre. Aujourd'hui, en 2025, 32 ans après la mort de Pablo Escobar, ses enfants continuent d'avancer. Sébastien a 48 ans. Manuela en a 41. Ils ont vécu plus longtemps sans leur père qu'avec lui. Et le monde change peu à peu sa relation à cette histoire. Les nouvelles générations en Colombie sont moins obsédées par Pablo Escobar. Pour elles, il est devenu histoire, plus mémoire vivante. Et c'est une bonne chose. Cela signifie que le pays guérit, qu'il laisse derrière lui cette époque sombre. Et même si Sébastien et Manuela ne pourront jamais totalement y échapper, ils peuvent au moins vivre dans un monde qui apprend à le faire. Sébastien poursuit son travail dans son organisation. Il a aidé plus de 1000 personnes à reconstruire leur vie, contribué à changer des lois dans 8 pays, formé des centaines de thérapeutes spécialisés dans le traumatisme générationnel. Et même si la tâche est sans fin, il a appris à trouver de la valeur dans le progrès,
pas dans la perfection. Manuela continue son œuvre d'une manière plus discrète. Sa clinique compte désormais 3 antennes. Elle aide plus de 2000 personnes par an. Elle n'apparaît jamais publiquement. Mais ceux qui y travaillent savent qui elle est et la respectent, non pas à cause de son nom, mais malgré celui-ci. Tous deux ont trouvé l'amour. Sébastien était marié depuis 20 ans. Leur relation a connu des tempêtes. Ces traumatismes ont failli détruire leur mariage. Mais ils ont survécu. Ils ont appris à communiquer, à demander de l'aide, à construire une relation basée sur une honnêteté brute plutôt que sur la peur. Manuela aussi s'est mariée, même si peu de gens le savent. Son mari est quelqu'un qui comprend son besoin de discrétion, qui respecte son passé sans le laisser la définir, qui l'aime pour qui elle est et non pour qui était son père. Ensemble, ils ont construit une vie calme, privée, profondément significative. Et leurs enfants, la troisième génération, grandissent. Les petits-enfants de Pablo Escobar, qui portent des noms différents, qui mènent des vies séparées de cet héritage, mais qui devront un jour faire face à leur propre version de cette histoire. Ils liront des articles, regarderont des documentaires, écouteront des rumeurs, et lorsqu'ils poseront des questions, Sébastien et Manuela seront là pour leur répondre, pour expliquer, pour contextualiser, pour leur faire comprendre que l'histoire de leur famille est complexe, qu'il y eut des victimes et des bourreaux, que leur grand-père causa des dégâts immenses, mais qu'eux n'en sont pas responsables, qu'ils peuvent reconnaître le passé sans le porter comme un fardeau, qu'ils peuvent honorer les victimes sans se détruire eux-mêmes. C'est la dernière leçon que les deux frères et sœurs ont apprise. Tu peux porter une histoire terrible sans laisser cette histoire te porter, elle. Tu peux reconnaître le passé sans t'y retrouver enfermé. Tu peux être l'enfant d'un monstre et choisir malgré tout d'être humain. Les enfants de Pablo Escobar n'ont jamais choisi leur destin. Ils n'ont pas choisi cette famille, ce monde, ce nom impossible. Pourtant, ils ont dû en payer le prix chaque jour, d'une manière que peu de gens peuvent qu'on la comprendre. Certains, comme Manuela, ont fui le passé, cherchant la paix dans l'anonymat et le travail silencieux. D'autres, comme Sébastien, ont affronté ce passé, cherchant la rédemption dans la vérité et l'action. Mais tous deux ont découvert quelque chose que tous ceux qui portent un traumatisme générationnel finissent par comprendre. Aucun nom, aussi puissant soit-il, ne peut acheter la paix. Aucune fortune, aussi grande soit-elle, ne peut effacer les dégâts causés par le pouvoir corrompu. Ils ont survécu, mais plus encore, ils ont appris à vivre, à trouver du sens dans la douleur, à bâtir un but sur des ruines, à transformer leur traumatisme en outil pour aider les autres. Et cette transformation, ce choix quotidien de marcher vers la lumière plutôt que vers l'ombre, est peut-être la forme la plus profonde de rédemption qui existe. Pas une rédemption qui efface le passé, mais une rédemption qui le reconnaît, l'affronte et construit malgré tout quelque chose de nouveau. Si tu crois qu'il reste encore des vérités enfouies dans l'ombre du pouvoir, des vérités sur la douleur héritée et la manière dont elle peut être transformée, sur les cycles de violence et la manière dont ils peuvent être brisés, sur la guérison possible même quand elle semble impossible, alors sache que ces histoires existent partout, dans des familles marquées par des noms impossibles, dans des personnes portant des poids qu'elles n'ont pas choisis, et leurs histoires doivent être racontées, pas pour glorifier la souffrance, mais pour éclairer le chemin vers la guérison. Parce que la leçon la plus importante que les enfants de Pablo Escobar peuvent nous transmettre n'est pas comment un empire est tombé, mais comment on peut construire une vie digne sur ses ruines.